Une juge respectée pensait avoir tout vu au cours de sa longue carrière dans les tribunaux. Mais un jour ordinaire, tout bascula. L'accusé qu'elle devait juger n'était autre que son ami d'enfance, qu'elle n'avait pas revu depuis des décennies. Les accusations portées contre lui étaient graves, mais leur passé commun l'était encore plus. Ce jour-là, au tribunal de Louisiane, la juge Vivian Parker parcourait des documents lorsqu'un nom la figea, Jeremiah Walah. Ce nom réveilla en elle une avalanche de souvenirs. Levant les yeux, elle le vit entrer, encadré par 2 gardes. Fatigué, marqué par la vie, son visage portait les traces du temps, mais ses yeux, eux, étaient les mêmes que ceux du garçon avec qui elle avait grandi à Rosefield. Leur regard se croisa et pendant un instant, tout sembla disparaître. Les gardes, les avocats, le public. Jeremiah, accusé de crimes graves, se tenait devant elle. Les souvenirs de leur jeunesse revinrent. Rosefield, ce petit village où ils avaient grandi, était un endroit où les rêves s'éteignaient. Vivian, fille d'un commerçant respecté, et Jeremiah, garçon d'une famille modeste, avaient formé un duo inséparable, défiant les préjugés de leur communauté. Ils partageaient des moments simples, des ruisseaux, des champs et des nuits étoilées. Mais leur amitié fut brisée par les regards pesant des autres et l'intervention brutale du père de Vivian, qui interdit à Jeremiah de s'approcher d'elle. Ce dernier s'éloigna, blessé, et leur chemin se sépara. Des décennies plus tard, ils se retrouvaient, mais dans des camps opposés. Jeremiah, accusé de vol aggravé, de possession illégale d'une arme et de résistance à une arrestation, plaidait non coupable. Lors du procès, Sabrina Holt, avocate de la défense, démontra les failles de l'enquête. Jeremiah avait été arrêté parce qu'il courait avec un sac contenant simplement du pain et du lait. Les preuves manquaient, et les accusations semblaient reposer davantage sur des préjugés que sur des faits concrets. Pendant que le procès avançait, Vivian, en tant que juge, luttait pour rester impartial malgré les souvenirs et les émotions qui refaisaient surface. À mesure que les audiences se succédaient, des éléments inattendus émergèrent. Un témoin clé fit son apparition, une vieille dame du quartier où avait eu lieu l'incident. Madame Eleanor Carter, une retraitée connue pour son franc-parler, affirma avoir vu Jeremiah ce soir-là. Selon elle, il avait bel et bien couru, mais uniquement pour échapper à un groupe de jeunes délinquants qui tentaient de l'agresser. Il portait un sac, oui, mais il n'a rien volé. Il essayait simplement de rentrer chez lui en sécurité, déclara-t-elle d'une voix ferme. Son témoignage fit l'effet d'une bombe dans la salle d'audience. De plus, les images floues des caméras de surveillance furent remises en question par un expert indépendant. Ce dernier démontra qu'il était impossible d'identifier avec certitude Jeremiah comme étant la personne ayant commis le vol. L'accusation commençait à vaciller. Pourtant, la procureure semblait déterminée à aller jusqu'au bout, insistant sur le fait que Jeremiah avait un casier judiciaire, ce qui, selon elle, renforçait sa culpabilité. Vivian, en tant que juge, sentit son impartialité mise à rude épreuve. Chaque nouvel élément ramenait à sa mémoire des fragments de leur passé, les fois où Jeremiah avait été accusé à tort, simplement parce qu'il appartenait à une famille pauvre et marginalisée. Elle se souvenait de son tempérament rebelle, souvent mal compris, et de sa détermination à défendre ceux qui n'avaient pas de voix. Mais ce même tempérament avait souvent attiré les ennuis. Alors que les jours de procès passaient, Jeremiah demanda à prendre la parole. Avec un calme surprenant, il raconta sa version des faits. Il parla de sa vie depuis Rosefield, des luttes qu'il avait affrontées, des erreurs qu'il avait commises, mais aussi de ses efforts pour se racheter. « Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un criminel non plus », déclara-t-il, le regard tourné vers Vivian. « Et je ne cours plus parce que j'ai quelque chose à me reprocher. Je cours parce que, dans ce monde, les gens comme moi sont toujours pourchassés. » La salle resta silencieuse après ces mots, tandis que Vivian sentait un poids grandir sur ses épaules. L'affaire semblait s'orienter vers un dénouement, mais les pièces manquantes du puzzle commençaient à se dévoiler. Alors que Jeremiah terminait son plaidoyer, une tension palpable envahissait la salle d'audience. Vivian, bien qu'émue par ses paroles, se força à maintenir une façade neutre. Elle savait que ce n'était pas seulement le sort de Jeremiah qui se jouait ici, mais aussi l'intégrité de tout le système judiciaire. Cependant, une question subsistait. Si Jeremiah n'était pas coupable, alors qui était réellement responsable de ce vol? C'est alors que le procureur introduisit une nouvelle pièce à conviction, un témoin surprise. Un jeune homme nommé Curtis, connu pour ses liens avec des gangs locaux, fut amené à la barre. Curtis, nerveux et regardant constamment autour de lui, commença à parler sous la pression. « C'était pas Jeremiah », avoua-t-il après un long silence. « C'était quelqu'un d'autre, un gars qu'on appelle Mason. Il a utilisé Jeremiah comme bouc émissaire. » Les murmures éclatèrent dans la salle. Curtis révéla que Mason, un voleur notoire du quartier, avait délibérément glissé un sac ressemblant à celui de Jeremiah pour brouiller les pistes.
Jermia avait été vu en train de courir parce qu'il avait croisé Mason et avait senti le danger imminent. Ce témoignage changea la donne. Cependant, l'accusation ne lâcha pas prise. « Pourquoi devrions-nous croire un membre de gang ?» interrogea la procureure. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, une autre surprise surgit. Une vidéo supplémentaire, prise par un habitant du quartier, fut soumise par la défense. Cette vidéo montrait clairement un homme, identifié comme Mason, quittant la scène du crime avec des objets volés dans les mains, avant de disparaître dans une ruelle sombre. Vivian examina attentivement les nouvelles preuves. Son cœur battait plus fort que jamais. Elle voyait désormais une lumière au bout du tunnel pour Jermia, mais elle savait que le verdict final allait être scruté par tous. Devait-elle suivre son intuition ou rester prudente face aux zones d'ombre qui subsistaient encore? Alors qu'elle s'apprêtait à suspendre l'audience pour délibérer, une dernière révélation fit irruption dans la salle. Mason venait d'être arrêté par la police. Les détectives venaient de confirmer qu'il portait encore sur lui des objets correspondant au vol. Mais Mason, sournois et arrogant, demanda à parler avec la juge en privé, insistant sur le fait qu'il détenait des informations cruciales susceptibles de renverser encore la situation.